et bienvenue au balado Les Expéditeurs de Envoi Québec, qui est une initiative du Conseil québécois du commerce de détail pour aider les détaillants dans l'optimisation des livraisons de colis. Dans ce balado, on va essayer d'identifier des bons points, des mauvaises expériences qui ont été vécues par des entreprises et de partager donc ces expériences-là avec les détaillants du Québec. Envoi Québec, c'est une initiative donc, du CQCD qui est supportée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, donc qui nous permet d'enregistrer ce balado aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu de Oleka Canva. Salut Mathieu. Salut. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu l'entreprise? Oui, bien sûr. En fait, Oleka Canva, c'est une entreprise qui est manufacturière, qui est spécialisée dans la fabrication de toiles imprimées, assemblées, encadrées. On vend principalement en ligne ou encore on a un réseau de partenaires à travers le Québec et l'Ontario, donc majoritairement des boutiques de décoration. Puis en fait, nous, on conçoit tous nos collections en collaboration avec des designers. Donc en fait, les designers vont concevoir le concept, les œuvres, les couleurs, les thématiques selon les saisons. Puis à l'interne, on a une équipe de création qui va concevoir sur tablette numérique pour la majorité, les œuvres. De cette façon-là, on obtient une meilleure qualité, même en très, très grand format. C'est un élément qui nous différencie, c'est le fait qu'on peut fabriquer des très grandes toiles. OK. Et donc, tu disais, tu livres, enfin, tu fournis des boutiques, mais aussi le consommateur, là? Oui, exact, tout à fait. Donc, c'est vraiment 50-50 à peu près là, dans notre entreprise. Donc, on fournit toutes les boutiques de décoration et de meubles Québec-Ontario et la vente en ligne directement aux consommateurs. OK. Petite question que je pose à chaque fois qu'on rencontre des entreprises. Si ton parcours entrepreneurial, là, ce serait un film, ce serait lequel? Je pense que je dirais le film Chanté, qui est un film pour enfants. Oui. Moi, j'ai 2 enfants, donc ils ont aimé beaucoup ce film-là. Puis je le vois clairement différemment d'eux, ce film-là, parce que, dans le film, tu as un petit koala là, qui est à la recherche de l'atteinte de ses rêves, là, si je peux dire. Puis c'est un peu, je trouve ça bien imagé parce qu'il est tout petit, dans un monde un peu plus grand, un peu comme quand tu te lances en affaires, tu te sens un peu petit, puis là, tu vas voir des grands joueurs, puis tu pitches ton idée, puis que ce soit les banques ou que ce soit des clients potentiels. Puis il est persévérant, puis il tombe, puis il finit par réussir à la fin. Fait que je trouve que ça reflète bien le parcours de l'entrepreneur. Essayer de se faire une place. Et c'est exactement ça, exactement, oui. Donc toi, quand tu le regardes, ce film, tu es content de le voir, mais pas pour les mêmes raisons que tes 2 enfants, là. Oui, mais je trouve que ça a des bonnes valeurs. Ça peut inculquer des bonnes valeurs, en tout cas. On va commencer direct dans le vif du sujet, là, avec surtout axé sur la vente en ligne, parce que vous, quand vous vendez aux consommateurs, c'est surtout de la vente en ligne. Ouais. Comment ça se passe un peu l'organisation dans l'entreprise, là, pour cet aspect-là? Au niveau de la vente en ligne? Oui. Mais en fait, nous, on a vraiment conçu l'entreprise en 2 volets. On a vraiment scindé en 2. Donc, on a d'un côté la vente au détail, puis de l'autre côté, la vente en ligne. Donc, ça, c'est vraiment mon volet à moi. Puis tout ça se joint au niveau de la production, là, tout à la même place, tout est hébergé par le même système. OK. Puis au niveau de la vente en ligne, bien, en fait, moi, j'orchestre tout ce qui est marketing web, site web, etc. Puis on a un département création, ce qui crée les œuvres et qui crée aussi tous les visuels qu'on voit sur nos pages produits, sur notre site web, etc. Quand vous avez quand tu as lancé l'entreprise, c'est toi le fondateur, est-ce que la vente en ligne faisait partie directement en fait de ton modèle d'affaires ou c'est arrivé plus tard? En fait, c'est ce que je voulais faire initialement. Okay. Moi, je voulais être une entreprise de vente en ligne. C'est ça qui m'a vraiment allumé initialement quand j'ai parti l'entreprise. J'étais intéressé par se vendre un produit en ligne. Donc, je l'ai lancé principalement en ligne. On a commencé à travailler, j'ai commencé à travailler directement sur ce volet-là en premier. Et la vente au détail est arrivée plus tard parce que la vente en ligne, ça prend du temps. C'est rare qu'on lance un produit en ligne puis demain matin, on va faire 100 ventes par jour. Ça prend du temps à développer les différents canaux de vente, développer le marketing en général, se faire connaître, etc. Donc, pour accélérer un peu le revenu de l'entreprise ou le volume de vente, on est allé vers le commerce au détail par après. OK. Comment est-ce que tu as fait? Parce que quand on parle de vente en ligne, en général, on parle de produits un peu plus standardisés où il y a du volume pour rentabiliser tes coûts. Ouais. Là, toi, c'est l'inverse. Tu as un produit quand même qui est unique. Donc, comment est-ce que tu joues avec cet équilibre-là? En fait, nous, on a la chance de fabriquer suivant la commande. Donc, on a un inventaire physique de matières premières sur lequel on a un volume. Et ensuite, on n'a aucune idée, ou en tout cas maintenant on commence à avoir du data, là, mais initialement on n'avait aucune idée de est-ce qu'on va vendre beaucoup de grandes toiles, beaucoup de petites
Qu'est-ce qui va être imprimé sur la toile, pour nous, c'est un mystère total. On lance des collections, des fois, c'est un modèle qui fait les ventes de la collection complète. Donc, c'est encore un mystère aujourd'hui. Les tendances changent rapidement au niveau du marché. L'important pour nous, en fait, c'est d'avoir un inventaire de matières premières qui est juste en fonction des formats vendus, que ce soit les unités de boîte ou les unités de bois, peu importe. Après ça, ce qui va être sur la toile puis la quantité qu'on va commander, c'est encore aujourd'hui un mystère, je pense. Et ça t'arrive à gérer tes coûts? De cette façon-là, oui, bien sûr. Ben oui, parce qu'on réussit à réunir les SKU de format. C'est ça notre plus grand défi, je dirais. Là. Puis au départ, on voulait faire comme tous les formats inimaginables parce qu'on est manufacturier, fait qu'on était capable de le faire. Maintenant, on le fait toujours. On a encore la flexibilité de faire du sur-mesure, mais on commence très rapidement à refermer vers les modèles de tailles, en fait, les plus populaires. Parce qu'au final, tout le monde finit par s'aligner vers les formats plus standards, vers ce qu'ils sont habitués de voir dans les magasins. Donc, on finit par voir une corrélation entre les tailles les plus populaires. Donc, on finit par resserrer ça un petit peu, puis ça facilite en effet l'approvisionnement. Donc, il y a eu un apprentissage, là, vraiment, une cour d'apprentissage. Oui, c'est quoi les autres éléments où il y a eu... vous avez frappé un mur un peu là. Vous dites, faut se réajuster. Donc là, on a la format on a parlé du format des toiles. Oui, bien en fait, en général, la gestion de production, parce que dans notre milieu, on a des Black Friday, des Boxing Day, qui normalement pour une entreprise qui va avoir un inventaire physique de produits terminé, je veux dire en septembre-octobre, tu passes une très grosse commande, puis après ça, tu as une gestion de stock qui est différente de nous. Nous, on a moins ce volet-là. On a plus le volet, est-ce qu'on a la capacité de fabriquer un volume qui est 3 fois plus élevé que d'habitude. Donc, cette gestion-là a été beaucoup d'apprentissage. Puis même, mois de juin, juillet, qui est un mois plus tranquille, en général pour la vente en ligne, on pourrait avoir une commande d'un gros client puis qui nous commande 5 palettes de cadres, puis on ne s'attendait pas à ça. C'est une gestion parce qu'on doit livrer cette commande-là tout en continuant de fournir la vente en ligne et nos autres clients de façon normale. Fait que tout ça a amené des techniques où, en tout cas, on a appris bien les choses avec ça. Tu as mentionné la partie la période des fêtes, qui est une grosse vente, là, les Black Friday, etc. Comment est-ce que vous appréhendez cette période-là? Comment est-ce que vous essayez de l'optimiser au maximum? En fait, cette période-là, c'est la période que, selon moi, la majeure partie des détaillants attendent. Puis, en effet, il faut l'amener à être profitable. Je pense que c'est quelque chose que dans les premières années, on avait peut-être un peu moins compris. On mettait le pied dans le fond au niveau marketing sans trop calculer. L'idée, c'est que oui, ton volume monte, mais il faut quand même que tu arrives à avoir un volume qui est profitable parce que c'est une période de l'année qui peut te permettre d'avoir une belle liquidité pour démarrer l'année suivante. C'est un peu comme ça qu'on le voit. Donc, on se prépare premièrement au niveau marketing à l'avance. Donc, c'est de préparer les coûts, c'est de préparer les objectifs de toutes les différentes stratégies marketing. Et de préparer aussi l'offre aux clients. On veut que ce soit une offre qui est intéressante. Pour nous, c'est la meilleure offre de l'année. Le Black Friday, c'est là où on va faire le meilleur rabais de l'année. Mais on veut qu'encore une fois, ça soit une offre qui soit quand même profitable pour nous, parce que si on veut continuer à offrir à nos clients dans les prochaines années un produit intéressant, à développer des nouveaux produits, bien évidemment, il faut qu'on soit profitable avec cette offre-là. Et le deuxième volet, c'est de préparer au niveau de la production. C'est d'augmenter nos achats de toute la matière première, préparer les horaires des employés qui vont fabriquer les produits, avoir des plans A, B, C sur si jamais l'imprimante ne fonctionne plus, si jamais on a un bris d'équipement, si on prépare des scénarios. C'est surtout ça qu'on fait. Puis d'année en année, on s'est amélioré. Puis jusqu'à présent, là, on est en plein dedans. Là, pour nous, là, ça a commencé hier, précisément. Honnêtement, on est bien préparé cette année, je pense. Tant mieux. Vous faites des promotions, tu le dis, des promotions qui sont très agressives. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous êtes allé trop loin dans la promotion ou, mine de rien, on n'a pas fait d'argent au final? Oui, dans le cas où on met le coût marketing, oui. Donc, en fait, c'est toujours ça. Au niveau de la vente en ligne, là, ça peut paraître toujours super profitable. Puis à chaque fois que je parle à quelqu'un, par exemple, puis j'explique les volets de l'entreprise, il va toujours dire c'est sûrement beaucoup mieux de vendre en ligne parce que tu fais une marge beaucoup plus élevée que si tu vends à un détaillant. C'est sûr. Mais quand je vends à un détaillant, j'ai pas de marketing. Tandis que quand je vends en ligne, j'ai un coût marketing qui est de plus en plus élevé et qui est une partie importante au niveau de dépenses, c'est une partie importante du chiffre d'affaires qui va glisser. Donc oui, si on met le coût marketing, en effet, il y a des années où l'offre était peut-être trop généreuse au niveau du client, où on avait mal
on avait mal structuré notre offre. Par exemple, il y a des moments où on avait fait des offres qui étaient en palier d'achat, donc une toile, 2 toiles, 3 toiles. Ouais. Après ça, le 3 toiles donnait un rabais super intéressant, mais là, on n'avait pas calculé, oui, s'il en prend 3 petites, par exemple, parce que tu as toujours la même marge, parce que le shipping coûte un certain coût à un moment donné qui n'est pas nécessairement en fonction de la taille, toujours proportionnellement. Ouais. Donc, ces années-là, probablement que ça n'a pas été l'offre la plus intéressante pour nous. Maintenant, on y va avec un pourcentage fixe, puis on laisse le consommateur choisir son produit. C'est plus facile pour nous d'anticiper un petit peu les ventes, les profits et le coût marketing. Et à l'inverse, dans la période plus creuse, printemps, début d'été, là, est-ce que vous essayez aussi de stimuler les ventes? Donc, dans ces cas, on est sans arrêt en train de stimuler, ou est-ce que vous en profitez pour faire un petit peu plus le point? En fait, nous, on a la chance d'avoir comme des périodes fortes qui ne sont pas nécessairement les mêmes au niveau du commerce au détail et de la vente en ligne. Donc, l'été, pour nous, au niveau vente en ligne, juin, juillet, août, c'est des mois un peu plus tranquilles, mais au niveau commerce au détail, ça se passe quand même bien. Donc, souvent, on se concentre vraiment plus sur ce volet-là, le volet B2B d'entreprise, pour ces mois-là. Puis, on met un petit peu plus d'amour sur ce volet-là, plus d'implication, plus d'investissement pour faire l'acquisition de nouveaux clients, pour sortir des nouvelles collections avec des clients actuels, des nouveautés. C'est surtout sur ce volet-là qu'on va se pencher. Fait que ça équilibre un petit peu les temps qui pourraient être plus morts. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir deux canaux de vente, là. J'ai eu l'occasion de parler dans un autre épisode là, avec Doyon Després. Puis eux, c'est pareil, ils étaient très axés sur le B2B. Et pour pallier certaines périodes, ils commencent sur le B2C. Donc ça leur amène beaucoup de réorganisation au niveau des opérations. Mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ces deux options. Avant d'aller un peu plus en détail là, sur les opérations, justement, je voudrais t'entendre sur 2 points qui se rejoignent un peu. Le premier qui est l'achat local et le deuxième qui est les nouvelles plateformes qu'on voit apparaître puis qui ont énormément de volume, un peu plus comme Temu par exemple. Donc comment est-ce que vous mettez de l'avant les produits locaux, déjà est-ce que vous le faites, puis comment vous le faites, puis comment est-ce que tu vois arriver ces nouvelles plateformes-là sur ton marché? C'est sûr que c'est un défi. Parce que nous, oui, on fabrique entièrement notre produit au Québec, puis ça va toujours rester comme ça. Puis nos plus gros concurrents sont des concurrents qui importent majoritairement, que ce soit des compagnies canadiennes qui font de l'importation ou des compagnies à l'étranger, comme par exemple Temu. Ça reste que pour nous, c'est un défi parce que le client au Québec, oui, va privilégier une entreprise d'ici, mais pas à n'importe quel coût. Ouais. Donc, nous, c'est sûr qu'on travaille vraiment beaucoup notre offre, puis on essaie de bonifier notre offre avec l'encadrement et l'aide, qui, je pense, dans notre marché, est quelque chose qui est très peu connu ou répandu. Là, souvent, quand on va chercher à acheter une toile, on a très peu d'assistance, du moins. Puis beaucoup de gens cherchent à avoir de l'aide à ce niveau-là parce que, bon, leur mur est vide. Ils aimeraient ça décorer leur mur adéquatement. Ils ont 500, 700, 800 modèles disponibles sur le site. Lequel je devrais mettre sur le mur? Lequel cadre? Est-ce que je vais avec l'agencement des planchers, des accessoires, la couleur des murs? C'est tellement de questions. Il y a tellement de questions par rapport à l'achat de notre produit que ça, c'est un volet qu'on a décidé d'amener pour justement mettre un côté humain, je pense, aussi au niveau de cette transaction-là, parce que on est une entreprise québécoise. On parle français, on parle aussi anglais. Donc, on rejoint facilement notre clientèle ici au Québec. On peut leur parler par téléphone. C'est un canal qu'on a mis en place il y a quelques années. Il y a certaines personnes qu'on côtoie dans le milieu du web qui nous ont dit qu'on était fous de faire ça. De dire, mon Dieu, vous allez être inondés d'appels. Oui, mais en même temps, ça nous permet d'avoir vraiment une relation avec notre consommateur. On a aussi un système, un canal SMS, un canal courriel, des chats de toutes sortes, des plateformes sur les médias sociaux. Donc, on veut vraiment communiquer le plus possible avec nos clients qui nous communiquent leurs questions, qu'on puisse discuter avec eux. Puis ce volet-là fait en sorte qu'ils vont faire le bon choix. Puis je crois que quand tu arrives dans une plateforme où tu dois faire ton choix un peu par toi-même, le risque d'erreur est plus grand. Le risque que ça arrive à la maison et tu te rends compte finalement t'aimes pas le résultat, ou c'est trop grand, c'est trop petit, ou finalement, tu aurais peut-être fait mieux de prendre un cadre plus pâle, bien là, ce risque-là est beaucoup plus grand. On a sorti aussi les échantillons en ligne. On n'a présentement pas de concurrent, en tout cas pas direct, qui a cette option-là. Donc, pour nous, ça nous a beaucoup aidé aussi à justement faire en sorte que notre consommateur puisse prendre la bonne décision du premier coup. En fait.
Puis ça, on en parlera après, le segment c'est plus sur les retours. Oui. Mais on dit toujours, si le consommateur retourne un produit, c'est parce qu'il n'était pas à 100% confiant dans son acte d'achat. Puis augmenter les canaux de communication, comme ça permet de rassurer le client et puis lui donner le plus d'options possibles pour qu'il limite au maximum les retours. Tout à fait. On l'a dit un peu au début, là, mais vous avez quand même un produit qui est très personnalisé. Comment, dans ce contexte-là, vous faites pour anticiper les attentes de vos consommateurs et y répondre au mieux? En fait, ça, je pense que c'est avec... en fait, l'une des mentalités, ou en tout cas, l'une des éléments qu'on a mis en place là, dans l'entreprise, c'est chaque fois que quelqu'un pose une question ou passe un commentaire, on applique directement une modification de façon à ce que cette question-là n'existe plus ou ce commentaire-là soit réglé. C'est pas toujours le cas parce que des fois, bon, il y a des choses qui sont pas faisables. Mais c'est quelque chose qu'on a depuis le début, que moi j'avais mis en place initialement, puis que mes collègues ont continué par la suite aussi. Ce qui fait que on les connaît très bien, les attentes de nos consommateurs. Étant donné qu'on leur parle beaucoup sur tous ces canaux-là de communication, on arrive à justement pouvoir bien comprendre qu'est-ce qu'ils recherchent, c'est quoi leurs attentes, c'est quoi leur satisfaction, parce que bon, quand les gens des fois nous contactent pour nous dire je suis très contente de tel élément, bon, bien, super, on continue de mettre l'emphase là-dessus. Mais des fois, bon, ils ont des déceptions de tout ça, puis des choses qu'on n'avait peut-être jamais pensé auparavant. Donc à ce moment-là, ça nous permet de vraiment mettre en place des corrections. Puis on continue d'en faire là, continuellement. Puis honnêtement, c'est notre clientèle qui a ajusté notre tableau de modification ou d'ajustement de 2025 au complet. C'est vraiment grâce à ces commentaires-là, puis grâce à ces discussions-là qu'on a ajusté la suite. Donc, aller chercher vraiment le pouls du consommateur tout le temps au maximum pour vous adapter. Et toujours un peu dans la gestion de la clientèle, là, encore une fois, tu as un contexte particulier où tu vends des produits sur mesure. Là. Comment est-ce que tu essayes de conserver ton client, puis d'avoir une récurrence d'achat, ou en tout cas de garder de ton côté ce contact-là? Je pense que la première des choses, c'est... Bon, il y a la partie avant l'achat, c'est du marketing, de te faire voir, puis de démontrer que ton produit est le produit qu'ils ont besoin. À partir du moment où la personne achète, selon moi, c'est là le temps de remettre au client. Là. Donc là, c'est là le temps de livrer dans les temps, d'avoir le produit adéquat que la personne recherchait, d'être là au niveau du service à la clientèle, d'avoir une réponse qui est très rapide, de continuer la communication avec le client de la même façon qu'elle a été faite avant l'achat, de façon à ce que s'ils sont très satisfaits de leur achat au niveau de la toile dans leur salon, ben là, il y a d'autres pièces dans la maison. C'est un petit peu là que... C'est nous, notre souhait, c'est pas que la personne achète une toile et la change à tous les années de cette même toile-là. Là. L'objectif, c'est qu'elle conserve la toile sur le plus long terme possible, mais qu'elle décore d'autres pièces dans la maison. Donc, elle va répéter l'expérience que si elle est entièrement satisfaite de l'expérience numéro 1. C'est là-dessus qu'on mise le plus possible. Et tu vois une récurrence, justement? Tu vois des résultats bien sûr, face à ces actions-là? Oui, certainement. Je ne connais plus les chiffres exacts, mais auparavant, on avait une récurrence d'achat qui était quand même élevée. C'était proche du 10 qui est quand même très, très bonne. Ouais. Maintenant, selon moi, on est encore à peu près dans les mêmes eaux. Donc oui, les gens reviennent et pour décorer d'autres pièces de la maison, vont nous choisir. C'est notre objectif, assurément. D'aller chercher le pouls du client, là, comment est-ce que vous faites ça concrètement? C'est des courriels, c'est des appels, c'est sur les réseaux sociaux, de contacter les gens? Parce que vous êtes sur beaucoup de plateformes différentes là, pour être très efficace d'un point de marketing. Donc, comment est-ce que vous allez récupérer la donnée puis la gérer en interne? En fait, on avait mis en place initialement un espèce de système, un tableau sheet. Là, on commence toujours par ça, oui. On commence toujours par ça, c'est super simple. Mon collègue Jérémy, très, très bon avec ça. Donc, il a mis ça en place. Puis chaque fois qu'on avait un commentaire, on l'écrivait. On avait fait des catégories de commentaires. Comme ça, on pouvait comme faire réunir et dire, OK, on a eu 3 fois tel commentaire, 4 fois, 5 fois. Ça nous permettait de dire, bon, bien, celui-là est revenu 10 fois. C'est sur celui-là qu'on va se poser en premier, deuxième, troisième. Je pense que le canal de vente le canal de communication qu'on a mis en place, qui a été le plus efficace, honnêtement, c'est le SMS. Okay. Donc, le SMS qui est, selon moi, un peu mal perçu au Québec. Puis je comprends, moi, en tant que consommateur, des fois, des SMS à des compagnies qui vont écrire un dimanche matin, promotion, achète maintenant. Ouais. Moi, ça m'agresse un petit peu. Nous, on ne l'utilise pas du tout de cette façon-là, à part en période exceptionnelle comme le Black Friday. Mais sinon, on y va vraiment avec
justement, as-tu des questions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Puis le message texte est tellement quelque chose de user-friendly pour tout le monde. Tout le monde sait comment écrire un message texte, tout le monde est habitué avec ça, que la réponse est extrêmement élevée. Vraiment, les pourcentages, c'est 15-20 qui vont répondre aux messages textes, même les messages textes automatisés, en fait, parce qu'on automatise tout ce volet-là. C'est tout envoyé automatiquement, mais c'est écrit avec ma signature. C'est mon texte, c'est moi qui l'ai rédigé, tout ça. Et les gens me répondent. C'est moi aussi qui s'occupe de répondre à ce volet-là, le volet SMS. Puis ça me permet de rentrer en contact avec beaucoup, beaucoup de clients, puis d'avoir des conversations. Puis il y a des gens qui n'ont pas envie d'appeler. C'est ça aussi. On avait ce canal-là qui fonctionnait super bien. Les gens nous téléphonaient, on leur parlait de vive voix, mais ça ne plaît pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est disponible non plus le jour de semaine. Donc, nous, on est ouvert seulement le jour, la semaine. Les gens qui veulent nous appeler le soir, la fin de semaine, on n'est pas disponible. Donc, le SMS, les gens nous écrivent quand ils veulent. Ils nous écrivent en fin de journée. Puis là, nous, on va répondre dans les heures d'ouverture. Puis on a des conversations comme ça. Puis honnêtement, on a appris vraiment, vraiment beaucoup en discutant avec nos clients de cette façon-là. Donc, c'est un très, très beau canal de communication. C'est automatisé, je disais. Est-ce que vous intégrez l'intelligence artificielle, des outils comme ça pour ces communications-là? Non. Je pense que, encore une fois, moi, je suis très prudent avec les SMS. Je les ai intégrés tranquillement. Puis j'ai essayé de le faire vraiment de la bonne façon, justement en écrivant les textes. Les textes, oui, ont été écrits à la base à l'aide de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire ils ont rephrasé tout ça. Bon, ça, c'est correct. C'est un outil que beaucoup de gens utilisent. Mais je ne veux pas l'automatiser de cette façon-là parce que moi, je le vis chez plusieurs de mes fournisseurs de services en ligne où je dois discuter avec quelqu'un et c'est l'intelligence artificielle avec qui je discute. Et souvent, il est un petit peu à côté de la plaque où il répond des trucs un peu préécrits ou des... Puis là, j'étais pas fâché au début que j'avais juste une question, puis finalement, je commençais à être tanné, là, je commençais à être fâché. Fait que je me dis, je veux pas amener ça chez le consommateur. Il y a un lien de confiance, tu sais. Ils m'écrivent, c'est signé Mathieu, ils ont envie de parler à Mathieu, tu sais. Donc, ils ont envie que je réponde, puis que je sois vraiment là pour les aider. Donc, je pense que pour le moment, on va conserver ça comme ça. Puis on est en train de travailler sur un outil qui va nous permettre de pouvoir prendre tous nos canaux de communication puis les mettre à la même place. Ça va vraiment faciliter le travail. On va peut-être automatiser des réponses un peu préécrites quand ça fait 5 fois que la personne pose la même question. On va écrire cette même réponse-là, puis on va pouvoir, en un clic, l'envoyer. Ça accélère le processus, mais je pense que c'est important de garder le humain à humain, puis surtout dans notre milieu de conseils, puis d'inquiétude. Les gens se font livrer une toile 40-60 qui coûte un petit peu plus cher que les autres parce qu'elle est plus grande. Est-ce qu'elle va arriver endommagée? Elle est grande. Est-ce que ça se livre à ma porte? Qu'est-ce qui arrive si je me fais voler mon colis? Qu'est-ce qui arrive si j'aime pas les couleurs? Ce sont des inquiétudes que les gens ont. Je pense que c'est normal de les rassurer en discutant directement humain à humain. Ouais, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on peut facilement envoyer vers l'automatisation, comme où est mon colis? On peut renvoyer le numéro de suivi. Quand il y a d'autres sujets où c'est peut-être un peu plus difficile de répondre sur, par exemple, est-ce que ma toile elle va bien fitter avec telle couleur? Exactement. Là, ça devient un petit peu plus difficile d'automatiser ça. Puis je dis pas non à automatiser certaines choses comme justement est-ce que vous avez mon numéro de suivi de colis? Où est rendu mon colis? Puis nous, on a des étapes au niveau de la production. Puis on commence à faire le pont puis à automatiser le lien entre l'étape de production et la communication avec les clients. Fait que ça, je travaille présentement là-dessus. Je pense que dans les prochains mois, on va faire des bonnes avancées, des bons avancées là-dessus. Donc, en fait, le client pourrait savoir en temps réel est-ce qu'il a passé la phase d'impression, est-ce qu'il a passé la phase d'assemblage, la phase de shipping, etc. Parce qu'il y a quand même quelques jours entre le moment où il effectue sa commande puis le moment où le colis quitte. Puis ces journées-là, on aimerait ça pouvoir informer le client. Un peu comme quand tu commandes une nouvelle voiture, ils vont te dire, est à telle étape, à telle étape. Je trouve ça le fun comme histoire de voir un petit peu ta toile part de rien, puis au final, c'est un produit fini. Donc, je pense que ça va être intéressant. Ça. Donc, une des grosses forces, là, c'est vraiment la communication avec le consommateur, là. Selon les différents canaux. Ce serait quoi le plus gros coup de marketing, d'un point de vue plus global, là, que vous ayez fait? C'est dur à dire parce qu'honnêtement, je pense qu'on n'a jamais fait une campagne marketing qui a été là, une action qui a fait tout exploser. Je pense que c'est comme un lot de bons coups accumulés, je peux dire ça comme ça. L'arrivée, je pense à notre parcours du début jusqu'à aujourd'hui.
le début des campagnes d'influence, par exemple. Donc, on a commencé à faire des campagnes d'influence. Ça a super bien fonctionné. On a été vraiment entouré de très bons créateurs de contenu avec qui on a développé des relations. Puis on leur envoie nos nouveautés, etc. Puis ils créent du super beau contenu. Donc ça a été pour nous un super bon coup qui a fait notre présence actuelle sur les médias sociaux. OK, ça a été vraiment le point de départ? Oui, le point de départ, c'est vraiment ça. Après ça, l'arrivée des courriels. Donc là, on commence à envoyer des courriels. Puis encore une fois, à la place d'envoyer des « acheter maintenant », on est en promotion, on envoie plutôt des conseils, des nouveautés, des nouvelles collections, des voici les coups de cœur de tel designer. Donc, on essaie d'envoyer des choses qui sont le fun à regarder, qui sont un peu comme on regarde Pinterest. T'sais. On regarde Pinterest pour se divertir, pour regarder des inspirations, de la déco. On essaie que notre site soit comme ça, que nos communications soient comme ça. Et ça a fait une énorme différence aussi au niveau marketing. Maintenant, l'ajout récent, il y a quelques mois, des SMS, parce que, wow, on se rend compte que la communication est extraordinaire, puis ça a un impact. Fait que je pense que c'est tous ces volets-là, un après l'autre, qui a fait notre marketing aujourd'hui. Mais j'ai pas fait une campagne comme... je sais qu'il y a des histoires, certaines entreprises qui ont envoyé des colis à des célébrités, puis là, boum, tout a changé. Là. J'aurais aimé ça, honnêtement, mais pas encore, peut-être. Et à l'inverse, c'est un moins bon coup, vraiment une action marketing là, qui a été un coup d'épée dans l'eau? Honnêtement, oui, OK, je veux dire une chose, parce que je sais que ça commence à devenir de plus en plus populaire. On s'est fait approcher par une agence qui met en contact des célébrités internationales, comme souvent c'est des Américains, avec des entreprises d'ici. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent un concours où plusieurs entreprises vous devez comme aimer ou suivre toutes ces entreprises-là pour participer. Okay. Ça donne accès en tant que petite entreprise à un concours fait par une célébrité qui a 1 million d'abonnés. Et là, nous, on a dit, on n'est pas niaiseux, on va participer à ça. Le coût était quand même super intéressant pour la collaboration, ça faisait bien du sens. Le problème, c'est que tu te retrouves avec des abonnés du Mexique, du sud des États-Unis, de partout. Et là, tu te rends compte que finalement, les abonnés qui proviennent du Québec sont très, très minimes. Ils n'ont pas nécessairement une envie d'acheter maintenant. Donc, finalement, au niveau retour sur investissement, c'est pas là du tout. Puis là, tu es pris avec plein de clients non intéressés dans des zones où tu expédies même pas. C'est ça, donc ça a été vraiment un flop. Puis après ça, on a continué à se faire solliciter, puis on a toujours refusé ces ententes-là. Ça fait monter tes abonnés Instagram, mais c'est complètement du vide. Oui, c'est ça. C'est beau sur papier, mais en arrière, rien d'intéressant. On a réellement gagné des abonnés. Donc, ce qu'il disait, vous allez gagner 5000 abonnés. On a vraiment eu un beau chiffre. Là. Après ça, tu les perds tout de suite parce que nos communications sont tous en français. Personne ne comprend. On les a tous perdus. Mais aujourd'hui, au moins, on a refresh nos abonnés Instagram. Comment est-ce que, surtout que vous communiquez beaucoup avec vos clients, là, donc ça sous-entend que vous récoltez de la donnée, donc qui est donnée sécurisée, puis anonymisée, etc. Mais comment est-ce que vous optimisez vos communications grâce à la donnée? En fait, ça, c'est un volet que j'essaie de mettre en place le plus possible parce que dans notre industrie, c'est important, je pense, de montrer la bonne chose aux bons clients. Dans le sens où on a tellement de styles de modèles, de styles de cadres, c'est pas tous les styles qui intéressent le client A versus le client B, le client C. Donc, ce qu'on a commencé à mettre en place au niveau de nos courriels spécifiquement, c'est que le parcours qu'un utilisateur va faire sur notre site Internet, nous, on l'enregistre, évidemment, notre système. Et quand on va t'envoyer des courriels, ce qu'on va te montrer comme modèle dans les courriels, et pas dans tous les courriels, mais dans certains, ce sont des modèles qui pourraient t'intéresser de par le parcours que tu as fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à faire de plus en plus, de façon à simplement envoyer quelque chose qui intéresse la personne. Parce que pourquoi lui envoyer plein de noir et blanc, par exemple, de tous des modèles noir et blanc, s'il n'y a aucun intérêt pour ce modèle-là? Il ne les a même pas regardés, non? Il n'a pas regardé, ça ne fit pas du tout dans son décor, il n'achètera jamais ce modèle-là, puis ça devient un courriel, ça devient un spam, ça devient un courriel qui ne t'intéresse pas. Donc nous, on veut éviter ça. Donc là, on commence par les courriels, ça se passe super bien, tout ça. Et notre souhait éventuel en 2025, 2026, selon comment évolue la technologie, puis l'accessibilité à cette technologie-là, c'est de pouvoir le faire sur notre site. Donc, d'avoir un grid de produits, si je peux dire, de collection, qui est en fonction de tes intérêts, toujours. Donc, si je sors des nouveautés, tu sais, tous ces nouveautés-là, ils ont des tags de couleurs, de styles, etc. Donc, le site est au courant de c'est quoi ce produit-là. Bien, pourquoi pas te montrer ces nouveautés-là, que s'ils t'intéressent, s'ils ne t'intéressent pas, tu peux les mettre dans le bas de toute façon. De cette façon-là, le site devient intéressant exactement comme fonctionne une plateforme de médias sociaux. T'sais. Donc, chacun a un feed qui est différent, qui est adapté.
C'est ce qui fait que tout le monde a envie de rester sur Facebook, Instagram, TikTok. C'est que ce qu'ils voient, ce sont des choses qui l'intéressent personnellement. On veut faire la même chose un peu avec notre décoration, puis l'affiner vraiment vers des styles qui intéressent réellement notre consommateur. Donc, on s'aligne vers ça. On veut le faire de la bonne façon. Donc, collecter des données de façon à pouvoir les utiliser pour rendre service un peu aux clients, puis rendre ça intéressant. Après ça, on a un petit pop-up au début du site. C'est voulez-vous qu'on utilise vos données pour faire ça ou non? Oui ou non? Puis si c'est non, c'est standard. Ça devient standard. Pour le moment, par exemple, les courriels vont être standards. On n'aura pas de data, donc on n'a pas accès à ça. OK, donc là, actuellement, tu as deux manières d'envoyer des courriels, soit la manière standard, soit la manière plus personnalisée lorsque le client accepte. Oui, donc en fait, si on a accès à cette donnée de navigation, on montre ça. Et par défaut, si on n'a pas accès parce que la personne n'est jamais sur notre site, parce que la personne est sur notre site sur son téléphone et que là, elle est avec l'ordinateur de son conjointe, par exemple, et là, on ne peut pas suivre, ou s'il a refusé, ou on lui montre les best-sellers, les nouveautés ou autres modèles standards. Puis ça, c'est un outil spécifique que vous avez en main pour gérer ces communications, enfin, gérer l'entrée de données, le traitement de la donnée et les communications qu'ils font avec, ou c'est plusieurs outils qui sont intégrés? C'est Klaviyo. Donc, on utilise Klaviyo, qui il y a MailChimp, il y a Klaviyo, il y en a d'autres. Mais nous, on utilise Klaviyo, qui est, selon nous, la plateforme la plus efficace, celle qui nous convient le mieux, qui est connectée à tous nos outils qui fonctionnent super bien. Puis vous avez commencé directement avec ça, ou vous avez été accompagné pour comprendre comment ça fonctionne puis l'utiliser au mieux? On a appris sur le tas beaucoup. Ça fait quand même plusieurs années qu'on utilise Klaviyo précisément. Puis c'est de parler à différentes personnes du milieu de la vente en ligne, poser des questions. Nous, on a été mentorés beaucoup. Ça nous a vraiment beaucoup aidé à ce niveau-là. Après ça, c'est écouter des vidéos. Par exemple, Klaviyo ou un autre, on va envoyer à chaque semaine ou à chaque mois des nouveautés. C'est de s'y intéresser, de lire toutes les nouveautés, les lancements qui s'en viennent. En regardant les lancements qui s'en viennent, tu comprends où s'en va la plateforme, c'est quoi les nouveautés qui vont être lancées. Donc, c'est vraiment de faire ça, puis avec le temps, tu peux faire un peu tes techniques. OK. J'ai eu la chance aussi de faire un épisode avec Ilog, là, qui était vraiment axé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. À ce niveau-là, l'intelligence artificielle, est-ce que vous en utilisez? Donc là, Klaviyo, on peut déjà considérer que c'est un outil qui utilise ces technologies-là, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Dans le fond, nous, évidemment, avec le volume de modèles qu'on sort en ligne, c'est pas possible pour nous de tout fabriquer ces produits-là, un à un, chaque fois, dans tous les formats, parce qu'après ça, on les mettrait aux poubelles ou on les empilerait un par-dessus l'autre dans des racks, là, ça serait impossible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée ce qu'on appelle des mock-ups, c'est tout fait par l'intelligence artificielle. On les peaufine à main quand même, parce qu'on veut vraiment avoir... c'est approuvé par quelqu'un. Donc, on a un membre de notre équipe, Maude, qui fait ça une bonne partie de sa semaine. Donc, elle crée des décors inspirés d'autres décors. Donc, on crée des inspirations, puis avec ça, on génère toutes sortes de décors pour qu'ils puissent parfaitement fonctionner avec l'œuvre. Donc, on veut que ça fitte parfaitement. Et on veut que ça soit réaliste. On veut pas que ça soit un décor là, à Los Angeles ou une maison qu'on sait que notre... Une énorme baie vitrée. Oui, des fois, tu as des choses que ça ne fait aucun sens. Là. On veut vraiment que les gens se reconnaissent puis puissent se projeter. Donc, c'est ce qu'on fait. Puis après ça, on génère des images. Après ça, nos modèles sont tous standardisés, les tests d'impression sont faits, donc on sait que le modèle va être exactement identique, puis ça devient notre ressource pour s'assurer que c'est toujours pareil, mais ça reste qu'on génère par intelligence artificielle presque l'entièreté des visuels de notre site. Et puis, évidemment, tous les textes, là, les descriptions, les métadescriptions, les titres, tout le reste se fait de façon automatique parce que, vu le volume de modèles, c'est approximativement 60, 70, 80 modèles par mois en rotation. Ce serait presque impossible de tout faire manuellement. C'est ce qu'on faisait initialement, là, puis honnêtement, aujourd'hui, ça prendrait quelqu'un 40 heures juste sur ça. Là, Est-ce qu'il y a des solutions qui existent où tu peux visualiser l'œuvre en fonction de ton salon, de ta pièce à toi? Oui, ça existe. C'est même natif sur Shopify, c'est-à-dire que ça peut s'intégrer assez facilement. On a testé il y a 1 an et demi environ une version. Puis on avait quelques petites difficultés avec, surtout version mobile, fait qu'on a décidé de se retirer. Puis j'ai jamais revoir le dossier, mais on m'a dit qu'il y avait des nouveautés à ce niveau-là. On va peut-être rouvrir ce dossier-là parce que oui, en effet, on a des compétiteurs qui font ça. On les a testés sur certaines plateformes, ça fonctionne super bien. Puis ça aiderait beaucoup, beaucoup de nos clients.
Donc, c'est tout un dossier à rouvrir, mais oui, on aimerait l'intégrer éventuellement, c'est sûr. Ah, parce que c'est des solutions qui permettent de vraiment rajouter encore plus de confiance lors de l'acte d'achat pour le consommateur, qui, in fine, permet la réduction des retours. Exact. Toi, comment est-ce que tu jongles un peu avec les retours? Est-ce qu'il y en a beaucoup, pas tant? C'est des produits sur mesure, donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est ça qui est difficile parce que, bon, les produits sont vraiment personnalisés, une photo de famille, de chien, etc. On ne fait pas de retour, à moins, donc c'est vente finale, c'est affiché sur le site, à moins d'un bris, à moins d'un problème, à moins de tout ce qui est notre erreur, bon, on renvoie une nouvelle toile, il n'y a pas de problème. Mais pour le reste, ce qui est difficile, c'est que pour notre consommateur, il ne sait pas toujours que les produits sont faits sur mesure pour lui. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont aller sur notre site, ils vont choisir une toile, ils vont l'acheter, mais ils croient que ça vient d'un entrepôt où on la prend, on la met dans une boîte, et si tu ne la retournes, on la remet sur la même étagère. Mais c'est pas tout à fait ça. Ouais. Puis même dans un milieu où c'est pas personnalisé, ça se passe pas comme ça. Les retours sont pas remis en entrepôt pour être vendus. C'est rare, très rare. Exact. Mais dans la tête du consommateur, parce que justement, on parlait de communication tantôt, bien, je me suis rendu compte en discutant avec des clients que souvent, c'est un peu la réflexion, ils me disent, bien, reprends-la, mets-la sur la tablette, puis donne-moi le modèle B à la place, puis mets-la dans la même boîte, renvoie-moi là, puis je vois pas le problème. T'sais. Puis je comprends la logique, mais c'est pas tout à fait ça. Donc pour nous, c'est sûr que c'est un problème parce qu'un coup qu'on ramène la toile, ben, on ne sait pas quoi en faire. On a testé plein de choses. On a décidé de faire boîte ouverte, qui est un petit peu de dire aux gens, c'est un retour, mais bon, il a été inspecté, il est en bon état, on le vend à rabais. Le problème, c'est que, bon, il y a des gens qui nous écrivaient, est-ce que vous pouvez changer le cadre? Peux-tu l'avoir un petit peu plus petit? Finalement, d'avoir exactement le même modèle, le même format, le même cadre, c'était difficile. Donc, on se retrouvait toujours avec les toiles. C'était toujours les mêmes qui étaient invendus, etc. Donc, bon, après ça, on a la phase B qui était, bon, on va le défaire en morceaux, on récupère les morceaux, puis c'est tout, on perd la toile, à la limite. Donc, on roule la toile, on la perd, on récupère tous les morceaux, puis on peut fabriquer une nouvelle toile, la renvoyer. Ça fonctionne bien. Mais là, le projet sur lequel on est en train de travailler, c'est un autre volet. C'est de revendre les retours directement à des entreprises qui font quoi? Soit du staging de maison, des agents d'immeubles. Donc, mon collègue Jérémy, qui s'occupe du développement des affaires, bien, en contactant des designers, il est tombé sur des firmes qui faisaient justement ça, décorer des maisons qui étaient soit pour la vente ou même pour des tournages. On a fait quelques tournages aussi pour des publicités, etc. Donc, eux sont souvent friands d'acheter des modèles qui pourraient bien fonctionner, ils sont quand même flexibles. Là, bon, tant que le cadre est noir, là, ce qu'il y a dans le milieu, bon, tant que ça fit un petit peu avec le décor, on est content. Donc, il y a une belle flexibilité, puis bon, on peut leur faire un prix intéressant. Puis à ce moment-là, on fait voyager le colis directement du client, directement vers lui. On envoie la facture, c'est réglé. Puis nous, on n'a pas besoin de défaire la toile, on n'a pas besoin de jeter une partie du produit. Donc, ça, c'est une solution qu'on a commencé à tester tranquillement. Et notre souhait en 2025, c'est que ce soit pratiquement 90 des retours. On n'a pas énormément non plus de retours, c'est 1 à 2 c'est pas énorme. OK, c'est plutôt léger, oui. Ouais, c'est plutôt léger en général, mais ça reste que quand tu as 1 à 2 de tes expéditions qui reviennent puis que tu es un peu pris avec, ben, c'est dommage. Puis même au niveau éco-responsable, ben, de devoir jeter une petite partie, bon, c'est dommage aussi. Donc, on essaie de récupérer l'entièreté le plus possible. Mais la tendance sur les retours baisse de plus en plus. Selon les dernières statistiques qu'on est allé chercher au Conseil québécois du commerce de détail, là, cette année, là, un dernier baromètre, c'était 7% des consommateurs retournent souvent les articles. Et l'année passée, à mes périodes, c'était 10%. Donc, c'est la tendance qui baisse de plus en plus. Puis je trouve ça intéressant qu'il y ait je le vois un peu comme une certaine conscientisation du consommateur là, sur les impacts que les retours ont sur le produit, parce que comme je disais, la plupart du temps, le produit, tu le disais là, il est mis au vidange. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir des cerveaux un peu comme les vôtres là, qui permettent de réfléchir à des nouvelles solutions pour la revalorisation des inventaires. Mais il reste que la plupart du temps, il s'est jeté. Puis ça a un coût aussi pour on voit pas ça, le coût que ça a pour le détaillant, coût de production, coût d'expédition, coût de retour pour au final que ça finisse au rebut. Ça n'a pas de sens, non? Non, puis on s'est rendu compte, nous, on a un gros client avec qui on fait de l'envoi. Donc, quand les clients achètent sur ce site-là, bien, la vente est transférée à nous, puis nous, on fabrique, on envoie directement à leurs clients. OK. Et on s'est rendu compte, en fait, que ces grosses entreprises-là, souvent, c'est un peu plus impersonnel, puis les gens se gênaient moins d'acheter sans trop réfléchir. Donc, acheter en premier, réfléchir après. Ouais. Puis là, on l'a vu avec, en fait, 2 clients plus importants.
où on ne voyait pas ça ailleurs nulle part. Donc, en fait, nos statistiques, nous, en ligne, c'était à peu près 1-2 mais ces clients-là, au départ, c'était 15 on a dit à 15 nous, il va falloir qu'on monte nos prix à un moment donné parce que oui, ça engendre beaucoup de coûts. Et puis finalement, ils ont mis quelque chose en place qui était le coût de retour était aux frais du client, même un petit peu en bas. Donc, on endossait quand même une petite partie. Mais il a mis, si vous achetez 12-18, c'est 15 l'autre, c'est 20-25. Donc, selon la taille, et c'est un ticket modérateur, ça a vraiment freiné beaucoup les retours. Maintenant, on est en bas de 5 donc, on commence à être proche de notre site Internet parce que probablement que le client réfléchit simplement, il mesure en premier, il regarde des couleurs, il s'assure que c'est un bon choix avant d'acheter parce qu'il n'a pas envie de payer 25 pour tourner le colis. Ouais. Ça a beaucoup aidé au niveau de ce client-là. Je pense que toutes les grosses entreprises devraient faire ça parce que les très grosses entreprises, souvent, poussent achètent puis réfléchissent plus tard. C'est une belle stratégie marketing, mais oui, en effet, au niveau des retours, ça mène une gestion. Ouais. Puis là, au moins, vous, dans tout ça, vous limitez au maximum en amont les retours avec toutes les solutions de communication. Définitivement. On touche un peu avec les retours, on touche un peu à la livraison. Comment est-ce que vous faites pour expédier ces colis qui peuvent être très petits, comme qui peuvent être très gros? Donc ça, ce qu'on a fait premièrement, c'est qu'on a réadapté nos boîtes. C'est la première des choses. Ouais. Parce qu'initialement, on prenait des boîtes qui étaient standards. Donc, on allait chez une entreprise qui vend des boîtes, puis on disait, voici notre produit, qu'est-ce que tu as en stock? Puis on prenait ça. Bon, ça a été une phase 1. La phase 2, on a fait développer, ça a pris des mois et des mois, développer des boîtes évolutives. Donc, dans une boîte, maintenant, on peut mettre plusieurs cadres. Donc, ce sont des boîtes avec des lignes préfets qui font en sorte qu'on coupe juste les coins à l'épaisseur qu'on veut. On plie, c'est très rapide. Ça permet de pouvoir mettre plusieurs toiles de plusieurs formats. On a aussi agencé nos tailles de cadres. Donc, on avait beaucoup de tailles de cadres initialement. Maintenant, on les a fait en fonction qui fit bien dans les boîtes et qui s'emboîtent bien. Donc, par exemple, un 9 par 12 et un 12-18, ils ont en commun le 12, donc ils peuvent être entrecroisés et mis un par-dessus l'autre sans les briser. C'est des techniques un peu à l'interne qu'on a développées pour pouvoir justement limiter le nombre de boîtes et essayer de tout mettre dans la même boîte, en fait. Pour pas shipper 3 colis sans augmenter le risque de retard ou de perte de colis, etc. Donc ça, c'est les éléments qu'on a fait rapidement. Il y a aussi un autre élément qui m'est venu en tête, je trouvais intéressant. Pour le tiers, il y a aussi le fait d'adapter ces boîtes-là. Ça permet aussi de protéger ton produit parce que si tu as des grosses boîtes et que tu mets plein de petites choses, là, il faut que tu rembourses, il faut que tu mettes du stock pour que du papier bulle, pour que ton produit se balade pas dans la boîte. Puis au final, tu pollues parce que tu utilises du plastique. Et puis mine de rien, tu transportes de l'air. Hein. Puis quand on fait de l'expédition, tous les transporteurs sont un peu pareils. Là, il y a un ratio qui est fait entre le volume et les dimensions. Dimensions puis poids. Donc, transporter de l'air, tu payes pour transporter de l'air, puis ça a un impact très fort sur l'environnement. Exact. Parce que dans des camions, tu as des boîtes qui transportent de l'air, de l'air et de l'air. Donc, en fait, c'est exactement ça que j'avais en tête initialement. Bon. En fait, c'est que nous, on a du 100 cadres et avec cadre. Ça, c'était un gros problème parce que les 100 cadres, tu commandes une 18-24, elle est 18-24. Et là, si tu ajoutes un cadre, elle devient 20-26. Oui. Et donc là, on se disait, on va avoir une boîte 20-26. Mais là, le problème, c'est que le 18-24 va flotter dans la boîte, il va bouger. Ça peut l'endommager, de 1. De 2, oui, tu payes un peu plus cher pour le transport de ton colis. Et tu doubles ton volume de SKU de boîte parce que tu en veux un pour un pour l'autre. Donc, on a décidé de faire un 18-24, c'est 18-24 avec ou sans cadre, c'est le même format. Et ce changement-là a tout changé parce que là, on a standardisé tous nos boîtes. Puis ça l'a vraiment aidé. Ça reste qu'il y a quand même quelqu'un qui est devant un ordinateur puis qui fait la logistique, qui fait la sélection de boîtes présentement. C'est un système qu'on aimerait bien automatiser, mais qui a quand même une grande logistique derrière parce qu'il y a beaucoup d'options possibles. On a vu toutes sortes d'achats à 3 très grandes toiles avec 2 très petites. Là, à ce moment-là, nous, on favorise toujours d'essayer de tout mettre dans les mêmes boîtes le plus possible pour limiter les bris, les problèmes. Mais des fois, on n'a pas le choix de faire en 2 colis. Donc, ça prend quand même une petite décision humaine pour le moment. Éventuellement, on va accélérer ce volet-là. Quand tu as lancé ton entreprise, tu disais que tu pensais e-commerce. Est-ce que tu voyais la logistique aussi importante ou est-ce que tu as découvert ça au fur et à mesure puis tu as frappé des murs un peu? J'ai découvert ça au fur et à mesure. Quand j'ai parti l'entreprise, j'avais une très, très grande naïveté, honnêtement. Puis c'est parfait parce que... Une belle naïveté. Une belle naïveté. Ça m'a permis d'avancer, je pense, peut-être plus rapidement parce que, dans ma tête, ça allait être peut-être un parcours plus facile. Mais non, j'en avais aucune idée.
Les premières fois qu'on a eu des grandes commandes de boutiques, par exemple, mon Dieu, ça a été une logistique énorme. Il fallait tout compter les modèles un par un. Puis ça, c'était quelque chose que j'avais pas du tout appréhendé. Puis au niveau de la vente en ligne, c'est la même chose, là. Il y a une grande logistique au niveau de l'impression parce que là, on doit imprimer tous ces modèles-là. Donc là, on doit choisir le modèle A, le mettre dans le template B avec tel format, tel type de cadre, l'imprimer adéquatement. Ensuite, dans la chaîne de fabrication, on doit s'assurer qu'on met le bon cadre, que le format est toujours adéquat, au shipping aussi. Donc, tranquillement, pas vite, il a fallu qu'on règle des petits problèmes et qu'on accumule des stratégies pour améliorer toute la chaîne parce que, oui, il y a beaucoup de choses à mettre en place. C'est toute une logistique derrière ça. Est-ce que justement, vous êtes allé chercher de l'expertise à l'extérieur? Vous êtes fait accompagner à ce niveau-là ou vraiment vous êtes allé, vous, directement il y a Alexandre Caron, PME Montréal, qui m'a donné des bons conseils, honnêtement, par rapport à ça. Puis je pense que c'est lui qui m'a... Parce que je voyais ça gros, on a fait faire des soumissions par des entreprises qui, mon Dieu, c'était des prix énormes pour des systèmes. Pour les systèmes? Pour des systèmes custom, parce qu'on est tellement précis, notre marché, que bon, les chances qu'il y ait un autre client qui fait de l'impression comme nous, avec beaucoup de modèles et tout ça, c'était plus mince. Puis il y en avait un qu'on connaissait parce que, bon, on avait quelqu'un en commun qui faisait des études de téléphone personnalisés. Puis nous autres, bon, notre produit, c'est sur toile, donc on pouvait juste changer le produit. Puis... Mais ça restait quand même que c'était des mois de travail, des budgets très élevés et tout ça pour faire quelque chose qui était complètement sur mesure. C'était plus lourd comme système. Puis après avoir parlé avec Alexandre, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des baby steps, là, commencer par un petit système de gestion, notamment d'inventaire, puis ensuite de logistique, etc. Puis on a commencé à travailler tranquillement pas vite là-dessus il y a quelques mois déjà. Puis présentement, dans les dernières semaines, ça s'est vraiment accéléré. Là. Donc on devrait, selon moi, début 2025, avoir un système pratiquement automatisé au niveau de l'impression et de la gestion d'inventaire, tout contrôlé. Donc, à ce moment-là, tous les matins, la personne qui s'occupe de la production va peser sur play et les ventes de la veille vont s'imprimer de façon automatique entièrement. Donc, à ce moment, on limite les erreurs à zéro. Là. OK. Hâte de voir ça. Je viendrai vous visiter au printemps là, 2025. Certainement. Est-ce qu'il y avait des angles morts là, que vous n'avez pas vus d'un point de vue logistique, livraison, ou peut-être d'autres sujets, mais spécifiquement là-dessus, là, que vous avez vraiment, vous avez complètement raté, puis ça a vraiment posé problématique dans les opérations? Bien, je pense que c'est de retarder la mise à jour de notre fonctionnement au niveau de la création des impressions. Donc, c'est un peu précis, là, mais en fait, quand je disais tantôt qu'on met le modèle A dans le template B, etc., on a été un peu naïf de croire qu'on pouvait grandir avec un système aussi manuel. T'sais. Parce que même que ce soit moi qui effectue cette tâche-là, mon collègue Jérémy, un autre employé en production, c'est une tâche que personne ne peut faire à la chaîne sans se tromper. T'sais. Puis ça a été quelque chose qu'on s'est dit, on va être capable de se rendre loin avec ce système-là, puis non, c'est presque pas possible. Donc, on a fait des petits ajustements pour l'automatiser, puis là, présentement, là où on se parle, c'est vraiment temps que ce système-là soit en route et soit conclu, parce qu'honnêtement, on s'en sort pas. Okay. C'est des erreurs qu'on trouve, honnêtement, avant d'expédier. Mais on est très chanceux. Ça ne se rend pas chez le client. Fait que c'est vraiment derrière le rideau. Là. Pour le client, tout va bien, mais ça nous arrive au moment de mettre le cadre dans la boîte que le cadre, il est noir, il est supposé être blanc. Ça arrive parce que, justement, il y avait un système qui était plus manuel. Puis maintenant, tranquillement pas vite, avec les outils qu'on développe, ben, ça arrive presque jamais. OK, donc tu as des procédures de vérification. Oui, exact. C'est ça. Vous avez beaucoup de procédures en interne. Est-ce que vous avez... Tu parlais de ça avec Marie, les mauvaises herbes. Là, on commence, on n'a pas de procédure, on grandit, puis il nous faut des procédures pour bien cadrer les choses. Puis après, on se dit, on a trop de procédures. Puis il y a toujours cet équilibre à trouver. Est-ce que vous l'avez trouvé? Oui, je pense que oui. Moi, en fait, initialement, je suis parti tout seul, tout était dans ma tête. Donc, pour moi, j'avais conçu un système qui était entièrement dans ma tête, ce qui est zéro efficace quand tu grandis. Et puis, j'ai fait rentrer un associé d'entreprise, Jérémy, qui, lui, est quelqu'un de très organisé, qui aime mettre des outils en place, qui aime mettre des procédures en place. Donc, chaque fois qu'il forme un employé, il y a un cahier de formation, tout est bien écrit, c'est extraordinaire. Donc, je pense que lui a amené ce volet-là. Je pense pas que c'est trop, je pense que c'est bien fait. Souvent, comme moi, j'ai les idées, on va faire telle chose, puis lui, il les organise et il dit, OK, comment on va pouvoir le faire concrètement, sans qu'il y ait d'erreur, sans qu'il y ait de problème? As-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? Je pense qu'il met en place, oui, des procédures au niveau de l'impression, au niveau de la coupe. Tout est bien organisé de façon à ce qu'il y ait justement le moins d'erreurs possible. Et s'il y a une erreur, bien, comment on peut faire pour que ça arrive plus jamais? Ça, c'est vraiment Jérémy qui fait ça. Mais je pense qu'on a trouvé un équilibre quand même intéressant. Après ça, ce qui reste à faire à partir de maintenant, c'est automatiser certaines choses pour essayer de limiter la décision humaine. Parce que quelqu'un qui fabrique à la chaîne un produit
peut avoir une période de fatigue à 3 heures de l'après-midi et peut sauter quelque chose. Donc, on essaie de pouvoir donner des outils justement aux employés pour que ce soit le plus facile possible, pour ne pas mettre sur leurs épaules les décisions au cours de la journée. Puis je pense que ça en fait une différence. Mais... OK. Toutes ces procédures-là, l'objectif, c'est quand même de servir le client. Exact. Du mieux qu'on peut, là. Vous avez tout ce travail en amont pour bien avoir les attentes, puis pour bien fournir un bon produit au bon moment, à la belle place, là. D'un point de vue de livraison, il y a quand même beaucoup d'attentes du consommateur aussi là-dessus. Puis c'est pas toi qui l'as fait, la livraison. Tu travailles avec des partenaires. Comment est-ce que tu essaies d'appréhender ces attentes-là puis d'y répondre au mieux? Ça, pour nous, c'est un grand défi parce que les plus gros joueurs dans le domaine de la décoration, bien, ils ont un inventaire physique, ils font de l'importation. Donc, ils prennent la toile sur la tablette, ils la mettent dans la boîte et l'envoient chez le client. Donc, c'est sûr que pour nous, oui, c'est un défi. Puis, ce qu'on commence à faire, c'est à diviser le temps de production, de séparer la production de l'expédition. Première des choses. OK. À ce moment-là, on communique directement avec le client. Bien, tu as une phase de fabrication que ça se peut que tu n'aies pas ailleurs. Bien, nous, chez nous, tu as une phase de fabrication. Présentement, tu es rendu à ce moment-là dans la phase de fabrication. Comme je disais tantôt, on va essayer de communiquer un peu mieux, mais sur notre site, on commence à bien l'afficher. Il y a ensuite une phase d'expédition. Dans nos envois, on essaie de privilégier des envois qui sont un peu plus rapides. On a certaines compagnies qui sont un petit peu plus vite. On essaie de privilégier ça, ceux avec qui on a des bonnes ententes, etc. Mais ça reste un défi parce que oui, en effet, le marché présentement, c'est du 2, 3 jours, 4 jours ouvrables, tu reçois ton colis. Mais en même temps, ça nous pousse à faire mieux. Puis je pense pas que c'est impossible, même en fabriquant, d'être capable à 10 mois par année, là, si j'exclus les périodes de haut volume, mais 10 mois par année, d'être capable d'expédier la même semaine, de le recevoir la même semaine, c'est faisable. Je pense qu'on va arriver à faire ça. Mais ça va prendre, c'est ça, un peu plus d'automatisation à l'interne. Mais on essaie d'aller quand même vers là. Puis, jumelé avec le fait qu'on communique adéquatement à notre client toutes les étapes entre ta commande et le moment où tu le reçois pour qu'ils comprennent le processus un peu derrière ça. Répondre aux attentes du client là, sur la livraison, là, ça sous-entend des frais. Ça coûte plus cher de livrer rapidement, etc. Dans un monde idéal, là, comment tu verrais la relation avec ton client par rapport aux frais d'expédition? Nous, jusqu'à présent, puis je dis pas qu'on a la solution, c'est ce qu'on a décidé d'employer comme voie, mais nous, jusqu'à présent, on avait mis la livraison gratuite sur presque tous les colis, initialement. Puis là, tranquillement pas vite, on a diversifié nos produits. On a amené des produits qui sont un peu plus petits, qui sont un peu moins dispendieux, etc. Donc là, ça devenait difficile pour nous d'endosser l'entièreté de la livraison, mais on n'a jamais voulu dire au client, bien, ton envoi coûte 19 $ réellement le vrai coût. On aimerait récupérer ce coût-là. Je sais qu'il y a des outils qui permettent de faire ça. Donc, le client choisit son envoi. Est-ce que je le veux super vite? Je vais prendre FedEx 24 heures ou est-ce que je veux, tu sais, bon. On n'a jamais voulu faire ça. Donc, on a toujours un peu gardé les frais de notre côté. Puis, en effet, je pense que les clients prennent un peu pour acquis que les envois, bon, ça doit être un frais vraiment, un petit frais, ça ne doit pas coûter cher. Puis, en effet, quand c'est le moment de discuter de retour, bien, ça va de soi que l'aller-retour, c'est nos frais. Tu sais, au niveau du consommateur, parce qu'il croit que ça doit coûter 5 $, mais en effet, c'est pas du tout ça. Ah oui, hein? Donc, je dirais que je pense qu'il va falloir peut-être qu'on ajuste la façon dont on parle ou en tout cas dont on intègre les frais de livraison parce que toutes les entreprises ont à dealer avec ça. Toutes les compagnies ont des minimums d'achat pour les livraisons, ce qui est notre cas aussi en ce moment. On est revenu avec ça depuis l'entrée des nouveaux produits. Puis c'est toujours une discussion qui revient sur la table. Est-ce qu'on le met à 60 $, à 100 $, à 150 $? Mais au final, si tu le baisses, c'est que ton produit qui entre dans... Donc, ton produit qui est à 65 $ et tu le baisses à 60 $, produit à 65 $, dedans, il y a un montant qui est mis pour la livraison, forcément. Si l'entreprise a besoin de débourser pour la livraison, tu le payes dans ton produit. C'est de voir est-ce qu'avec ton... Au niveau stratégie, est-ce que tu es mis dans un produit qui est moins cher, mais d'avoir une livraison à la fin, ce qui va être déçu au client s'il arrive à la fin, puis ça coûte 15 $ de livraison, puis il se dit, bien, finalement, le produit à 60, je l'ai payé 75. Ou tu l'affiches à 75, livraison gratuite. On a fait les deux. Puis présentement, je ne saurais pas parfaitement... définir quelle est la meilleure solution. Exactement, c'est ça. Je pense qu'il y a deux types de clients. Il y a un client qui préfère avoir un clé en main. Il y a un client qui préfère voir de façon transparente les coûts. Puis honnêtement, c'est difficile, je pense, de satisfaire les deux clients. Ben oui, hein, j'imagine, surtout quand tu vois que tu as les deux. Parce que sur le baromètre consommateur aussi qu'on a fait au CQCD, là, le dernier qui était plus sur la livraison, et je cumule un peu des données aussi avec des études de Post Canada qui sont vraiment intéressantes où je sais un peu exactement des chiffres, mais c'est très élevé où la livraison gratuite, c'est un must à avoir.
Les retours gratuits aussi, c'est un must à avoir. Par contre, l'autre donnée qui était intéressante, c'est là je me rappelle du chiffre, c'était 88% des consommateurs veulent avoir le choix. Donc, oui, la livraison c'est gratuite, mais pas à n'importe quel prix. Puis je te donne le choix aussi d'avoir une livraison qui soit peut-être la livraison gratuite, elle est gratuite, mais par contre c'est un délai de livraison plus long. Et tu peux, si tu veux, payer un peu plus cher puis avoir une livraison express. Pour le retour, c'est pareil. Retour gratuit, oui, mais en magasin. Si tu veux le retourner par la poste, bah, c'est des frais. Tu sais, il y a plein de solutions, je pense, qui sont à chercher. Puis le consommateur, semble-t-il, est prêt à entendre les différentes options. Non? Oui, je pense aussi. Toujours dans la livraison, là, l'aspect décarboné de la livraison. Parce que, on le sait, là, la livraison du dernier kilomètre, donc chez le consommateur, c'est un impact environnemental qui est très fort. Nous, CQCD, lorsqu'on a créé la plateforme, la solution Envoi Québec, on le savait que c'était un gros enjeu puis qu'on devait se positionner là-dessus. Puis on a décidé de s'associer avec la COP Carbone pour mettre de l'avant les solutions qui réduisent l'impact environnemental de la livraison. Donc on parle de vélo cargo, de véhicules électriques. Toi, comment est-ce que tu l'intègres? Est-ce que vous l'intégrez dans vos solutions de livraison? Puis comment est-ce que vous l'intégrez? En fait, c'est quelque chose qu'on aimerait intégrer davantage. Je pense que le fait qu'on soit plus en région, on est à Mirabel, c'est difficile pour certaines entreprises de venir autant en région puis nous offrir ce service-là. Si on était situé au centre-ville de Montréal, je pense qu'on aurait un accès plus facile à ce genre de service-là. Mais définitivement que c'est quelque chose qu'on aimerait intégrer. T'sais, honnêtement, quand j'ai fondé Oleka, j'avais vraiment des valeurs environnementales. Puis je voulais, je savais qu'il y avait de l'utilisation, par exemple, du bois dans notre matériel, puis je voulais essayer de redonner. On a planté, on doit être rendu un peu plus que 30 000 arbres jusqu'à présent, justement pour redonner le plus possible. Donc c'est quelque chose qu'on avait à cœur. Oleka, ça veut dire vert dans une langue morte hawaïenne. Puis je voulais intégrer ça à l'entreprise. Donc c'est quelque chose qu'on a à cœur. Après ça, on reste une entreprise, puis on veut quand même rester compétitif. On en parlait tantôt, il y a des gros joueurs, il y a des prix agressifs, de la livraison rapide, tout ça. Donc après ça, on veut rester dans la game, mais en même temps, on a quand même des valeurs qu'on aimerait continuer à respecter, même en grandissant. Donc c'est sûr que si moindrement il y a une solution qui est adaptée au fait qu'on est un petit peu plus loin, on est vraiment preneur, c'est sûr. Puis j'ai d'autres entreprises à qui j'ai parlé qui m'ont dit exactement la même chose. On est à peu près dans la même région. Nous, on est situé à côté de l'aéroport de Mirabel. On pensait que ça allait être un avantage, mais pas tellement, finalement, au niveau livraison. Mais je pense que c'est quelque chose que, définitivement, on aimerait intégrer dans les prochaines années si l'offre change sur le marché. Donc, manque de solution. Actuellement, le frein que tu as, c'est que tu n'as pas d'option pour faire une livraison décarbonée. Non? En fait, au niveau de où on est situé, on n'a pas d'option à coût du moins intéressant. Là, parce que c'est sûr que si je dis je monte mes prix de mon produit de 15 % j'apporte cette solution-là, mais je la mets de l'avant sur mon site, je pense que ça serait un gambling un peu. Je ne sais pas à quel point le consommateur au Québec est prêt à débourser davantage pour ça. Puis je dis ça, j'avance, mais on ne m'a jamais fait d'offre jusqu'à présent, ou en tout cas, je n'ai pas vu de solution qui était même un petit peu plus cher, accessible en région, pas pour tous les envois, du moins. Oui. Donc, peut-être pour une petite partie, mais encore là, ils doivent se déplacer quand même pour venir chercher les colis. On va se pencher là-dessus, on va essayer de trouver des solutions. Je lève la main, en tout cas. Voilà, on a compris l'appel, puis on va prendre la balle au bon. Du point de vue consommateur, c'est toujours un peu la difficulté des solutions qui sont un peu plus à un impact environnemental plus faible, parce que quand tout va bien, on est prêt à payer un peu plus pour, mais quand ça commence à aller mal, c'est ça qui prend très vite le bord. Oui. Et cette année, avec une situation économique un peu plus difficile, le panier moyen, enfin le pouvoir d'achat du consommateur a un peu baissé, on a senti que c'est une préoccupation qui avait réduit un petit peu. Là, l'année passée, c'était 55% des consommateurs étaient prêts à payer jusqu'à 5 $ pour avoir une livraison décarbonée, que là, on est passé 55, je crois qu'on est passé à 51. Donc, c'est pas une grosse perte, mais il y a une tendance à la baisse qu'il faut casser. Puis ça, malheureusement, c'est les activités, la situation économique qui va le montrer ou pas. Oui, définitivement. Pour finir un peu, là, s'il y avait des choses que vous auriez pu faire, quand tu regardes ton parcours, là, depuis le début, s'il y a des choses que tu aurais fait différemment. Oui, je pense que oui. Honnêtement, je suis quand même fier de notre parcours. Je trouve que
on a eu des embûches, mais après ça, on a appris des choses aussi tirées de ça. Fait que je ne veux pas non plus dire j'enlèverais tous les problèmes qu'on a eus dans le passé, mais là, présentement, on a déménagé en février, donc on a ouvert une manufacture. Avant ça, on sous-traitait une partie de l'assemblage. Ouais. Je pense que j'aurais fait ça plus vite. Donc, j'ai sous-traité. Donc, en fait, si je pars du début, j'ai commencé dans mon sous-sol, chez moi, à fabriquer une toile à la fois, là. Après ça, dès qu'est venu le volume, on a sous-traité une partie de l'assemblage pour m'aider à ce moment-là. Mais on a sous-traité, puis après ça, on a déménagé, on a eu nos premiers locaux, etc. Mais on a continué de sous-traiter pendant une certaine partie. Donc, on imprimait, on coupait, on envoyait l'assemblage, on ramenait inspection shipping. Et puis là, en février, on ouvre la manufacture. Moi, je crois qu'on aurait pu le faire plus tôt, ouvrir une manufacture plus tôt. Je pense qu'on voyait ça tellement gros. Puis finalement, ça s'est super bien fait. On a été bien entourés. On a des très bons fournisseurs qui se sont impliqués, qui nous ont beaucoup aidés. Puis honnêtement, ouais, avoir commencé, je pense que rapidement, j'ouvrirai une manufacture. Et d'un point de vue plus vente en ligne? Je crois que si j'avais à recommencer, je mettrais le pied dans le fond un peu plus vite. Je pense que j'ai été un peu prudent au début. Je pense que je calculais trop rapidement un peu le retour sur investissement, trop sans regarder le big picture, vraiment juste regarder journée par journée, semaine par semaine, puis toujours un petit peu le pied sur le frein, prêt à s'arrêter. Puis c'est correct, je pense que c'est bon de calculer puis de regarder ses chiffres, s'assurer d'avoir une profitabilité, mais honnêtement, je pense que j'aurais dû accélérer beaucoup plus vite puis investir plus rapidement, plus en marketing. Okay. On le fait bien. Comment on investit, en tout cas du moins présentement, ce qu'on fait au niveau marketing, ça se passe bien. Puis là, maintenant, avec du recul, je le vois que on l'a bien fait, ce parcours-là, mais je l'aurais accéléré un petit peu, je pense. OK. Et pareil, même thématique un peu, peut-être 2-3 conseils là, à ceux qui nous écoutent là, sur la vente en ligne. Le premier conseil, la vente en ligne, c'est pas facile. Puis ça, honnêtement, je le savais pas quand j'ai commencé. Je croyais, là, tout le monde, c'était un peu une rumeur, là, tout le monde dit, bon, la vente en ligne, c'est facile, tu l'affiches en ligne aujourd'hui, tout le monde, c'est accessible, les médias sociaux, tout ça. Oui, mais c'est difficile, il faut en être conscient, puis il faut créer du contenu, beaucoup de contenu, il faut être pertinent, il faut donner des conseils, il faut que les gens aient envie de nous suivre. Tu sais, la vente en ligne, c'est du divertissement, beaucoup. Donc, c'est de divertir les gens. C'est ça, c'est carrément ça. Pourquoi tu suivrais une entreprise qui fait que de vendre quelque chose? Oui. Tu suis une entreprise parce que c'est du divertissement, parce que tu aimes leur contenu, tu aimes ce qu'ils font, ils t'amènent quelque chose, même quand tu n'achètes pas forcément leur produit, ils restent en relation avec toi. Fait que ça, c'est quelque chose qui est super important. Dès que tu lances une entreprise, selon moi, le jour 1, tu ne devrais pas te concentrer à dire « je vais vendre mon produit partout ». C'est de dire comment je peux faire en sorte que tout le monde ait envie de me suivre, ait envie de regarder ce que je fais, puis envie de rester en relation avec moi dès maintenant, puis d'accumuler des gens comme ça. Puis à travers ça, oui, placer un petit peu de la publicité, donc mettre de l'avant tes produits, tout ça, mais pas nécessairement en « voici un produit, achète maintenant », plutôt d'avoir un produit dans la pièce quand tu parles, à manipuler des produits, de parler de ton produit, de parler de la fabrication de ton produit, de discuter sous forme un peu que ce soit des capsules vidéo ou peu importe comment fabriquer ton contenu, mais vraiment que ça reste intéressant et pertinent. Je pense que ça, c'est quelque chose qui fait toute la différence. C'est la première fois que je l'entends, cette phrase de voir la vente en ligne comme du divertissement. Ah ouais, ça, pour nous, ça a été vraiment un changement. Ouais. Puis on commence à bien le faire, mais on a encore beaucoup, selon moi, de travail à faire dans ce volet-là. Mais si on pense aux entreprises québécoises qui ont beaucoup de succès présentement, ce sont des entreprises qui mettent en place, puis quand je parle de divertissement, c'est juste du contenu intéressant que tu as envie de regarder, qui te divertit, toi, dans ton sofa le soir, de regarder leur contenu, ce qui fait que tu restes en relation avec eux. Qu'est-ce que, dans ton parcours, là, a été le plus gratifiant en tant qu'entrepreneur? Je pense que, honnêtement, c'est quand je rencontre des gens qui me connaissent ou qui me suivent déjà, et puis qui ont décoré chez eux sans, je veux dire, ils n'ont pas décoré parce que c'est moi, ils ont décoré parce qu'ils aimaient les produits, puis qu'ils ont acheté, puis ils sont contents. Puis là, je tombe sur eux, puis comme par exemple, je suis allé chez le médecin il y a quelques mois, un médecin que je n'avais jamais rencontré, puis il me demande ce que je fais dans la vie, je lui explique l'entreprise. Et puis, il s'arrête, puis il me dit « Ah ouais, mais j'en ai plein d'étoiles chez moi, j'ai décoré mon salon, j'ai décoré ma... » Puis là, il était super content, il me dit hey, « Je suis content de te parler, c'est super, j'adore vos produits, je les ai référés à ma sœur, ça. » Puis ça, je trouve ça super gratifiant parce que je dis « Mon Dieu, tu sais, j'ai conçu quelque chose avec une certaine vision, une idée de vouloir décorer les maisons un peu partout au Québec, au Canada, parce que moi, j'avais un besoin que j'arrivais pas à combler, parce que je cherchais de la déco pour chez moi, puis j'arrivais pas à trouver exactement ce que je cherchais, puis je me rends compte qu'il y a d'autres gens comme moi
qui arrivent à trouver la décoration qui leur plaît pour leur maison. Puis là, quand je rencontre ces gens-là qui sont super contents de me parler parce qu'ils disent « Mon Dieu, tous les jours, je vois ma toile dans mon salon puis je l'aime tellement, elle est super belle. » Je trouve ça super gratifiant. Je trouve ça cool de finir là-dessus, l'humain. Oui, définitivement. C'est pas non plus ce qui t'allume là, c'est pas des chiffres de vente, non, c'est l'humain, puis de voir qu'il y a une relation qui se crée. Il y a moyen avec la vente en ligne, même si aujourd'hui on automatise tout, on regarde des chiffres, on n'a pas le choix de le faire parce que c'est comme ça qu'on peut grandir, mais ça reste qu'il y a moyen de faire de la vente en ligne très humaine, humain à humain, complètement. Excellent. Ben, merci beaucoup Mathieu pour ton temps, pour cet échange qui, je pense, était très pertinent pour nos auditeurs. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode avec Mathieu de Oleka Canva, cet épisode des balados Les Expéditeurs, donc qui est dans le cadre d'Envoi Québec, du Conseil québécois du commerce de détail. Et j'en profite pour remercier le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie qui nous permet d'avoir ce moment où on peut parler avec des entreprises. Et aussi à ma collègue Nabila Rodemi qui m'aide pour le développement de ces balados. Merci.